La lutte continue. Ingeta. Ingeta. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de Mokonzi. Je suis Kevin, fondateur de Mokonzi, et nous avons lancé il y a quelques jours une série spéciale d'épisodes sur le 8 mars sur les droits des femmes en Afrique, et nous avons décidé d'aborder le thème du harcèlement sexuel en milieu universitaire et professionnel. Aujourd'hui, pour cet épisode, je m'entretiens avec Vanessa Metou, juriste, membre du Conseil consultatif de la jeunesse auprès de l'Union africaine et présidente de l'association Lona. Nous allons parler de protection juridique, nous allons parler de la manifestation du harcèlement dans ces milieux universitaires et professionnels, des représailles faites aux femmes, et Vanessa va aussi partager son témoignage personnel. Bonjour à tous, vous êtes bien sur le podcast de Mokonzi, le podcast des entrepreneurs, des professionnels de la vente. Nous avons donc lancé pour le mois de mars une série d'épisodes qui va traiter donc du harcèlement sexuel auprès des femmes, un sujet qui est très important, un sujet qui pèse beaucoup pour énormément de femmes, et c'est important que pour tous les entrepreneurs qui nous écoutent, qui peut-être souhaitent aussi employer des femmes ou qui sont femmes elles-mêmes, de pouvoir aussi être sensibles à ce sujet. C'est un sujet très très lourd, et aujourd'hui on a invité quelqu'un que je connais personnellement et qui a souhaité aussi s'exprimer sur ce sujet, puisque nous avons lancé un appel à témoignage, un appel à contribution en amont de cet épisode pour pouvoir justement récolter un maximum d'informations et apporter des éléments probants, des éléments pertinents, des éléments que vous devez, je dirais, comprendre et connaître pour mieux maîtriser en fait les enjeux qui sont derrière le harcèlement. Alors aujourd'hui, je reçois Vanessa Metou. Bonsoir Vanessa. Bonsoir Kevin, merci de me recevoir. Mais de rien, c'est tout le plaisir est pour nous ici. Alors Vanessa, est-ce que tu peux te décrire succinctement pour que tous les auditeurs qui nous écoutent sachent un petit peu qui tu es, ce que tu fais, et brièvement peut-être nous décrire un petit peu ton engagement aussi pour soutenir les femmes? Alors, je suis juriste avec une spécialisation en droit international pénal et puis activiste pour les droits des jeunes. Je suis fondatrice d'une ONG qui s'appelle Lona, qui est un cas d'épanouissement et de transfert de compétences au bénéfice de la jeunesse. Et puis, je suis conseillère jeunesse, membre du Conseil consultatif de la jeunesse de l'Union africaine. Voilà. Et puis, j'ai d'autres casquettes, mais je pense que on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et oui, je suis ouais, vas-y, Non, vas-y, continue. oui, j'allais dire, je suis très engagée sur les questions de la femme parce qu'en tant que jeune femme, j'ai eu, enfin, chaque jour au quotidien, je me frotte à certains comportements machistes et sexistes. Et donc, la question de harcèlement, elle est présente. Et donc, oui, il faut qu'on en parle. Absolument. Et c'est pour ça que justement, Mokonzi, on se mobilise aussi sur le podcast sur cette question très importante, parce que il est vrai que quand on est un homme, on n'a peut-être pas cette sensibilité-là. Et c'était important pour nous de nous engager là-dessus. Beaucoup de femmes en souffrent. Et comme tu viens de le dire, toi aussi, tu as eu tu as eu des incidents aussi comme ça, ou des remarques déplacées au quotidien qui gâche la journée, qui gâche le moral. Est-ce que tu pourrais nous partager peut-être un incident qui revient peut-être fréquemment enfin, je ne sais pas comment on peut dire en, en français, mais qui est vraiment énervant, Bah, c'est plus des propos sexistes Ouais. parce que tu es jeune et que tu es une femme. Mhm. Tout de suite, on se dit que tu as eu droit à une promotion canapé. Donc, tu dois tout le temps, et je sais même pas comment trouver l'expression, mais tu dois tout le temps prouver aux gens en face de toi et à la société par ton travail que tu as mérité ta place et que tu n'es pas là du fait d'une promotion. Tu dois tout le temps t'imposer, t'affirmer et puis tout de suite faire cesser ce genre de remarques et de clichés déplacés, en fait, qu'on a souvent quand on en face d'une femme. Tu te trouves dans un milieu des fois avec des seniors ou même des promotionnels. Tout de suite, tu es exposé à ce genre de clichés, à ce genre de remarques, à ce genre de commentaires déplacés, en fait.
Donc, il faut tout de suite faire cesser, quoi. Mais alors, bon, les commentaires, on peut imaginer comment ils sont, peut-être, prononcés, utilisés, mais, heu, comment ça se manifeste justement cette intention ou cette expression justement de la part d'autres personnes? Je pense qu'ici on parle d'hommes si je me trompe pas, qui justement mettent en doute en fait tes capacités. Comment ils commencent, ça commence comment en fait? Alors la conversation, bah, pour moi, ça commençait déjà à l'université. Je vais juste ouvrir Ouais. une petite parenthèse pour revenir dans la vie professionnelle. À l'université, c'est tout de suite, je suis élue présidente d'une association des étudiants et on se retrouve en réunion réunion de bureau inter-association universitaire. Et tout de Mmh. suite, c'est comment ça se fait que chez vous, il y a une femme, il n'y a pas d'homme chez vous? Comment vous avez pu laisser une femme prendre le lead? Et là, c'est, oh, messieurs, tout doux. Et donc, ça part de ça Ouais. au quotidien et au quotidien dans la vie professionnelle, c'est qu'il y a comme je sais pas comment le dire, mais il y a comme cette présomption que quand Mmh. on est en réunion de comité de direction, que le collègue homme devrait dire quelque chose de plus sensé que la femme. Quand tu demandes à prendre la réunion, à prendre la parole, des fois c'est ah non, X a déjà parlé, qu'est-ce que vous allez encore ajouter? Donc tu es obligé de t'affirmer au quotidien pour te dire je vais faire valoir mes idées, je vais faire valoir mes compétences, je veux innover, je veux apporter quelque chose. Et c'est pas parce que je suis une femme que où on Mmh. te rappelle, ah ouais, s'il te plaît, tu peux ramener le café. Tu t'es là, tu t'es dit, Oui. OK, comment ça se fait qu'on soit collègues au même grade et que pour toi, tu me remets toujours à la condition de la femme qui même est supposée servir même au milieu professionnel. Donc, c'est Ouais. au quotidien ce genre de choses, en fait. D'accord, d'accord. Alors c'est vrai que en amont de cet épisode, parce que j'ai eu d'autres témoignages et on vous les partagera, tout au long de la série d'épisodes qu'on va publier sur le mois de mars, donc évidemment abonnez-vous sur le podcast de Mokonzi pour avoir accès à ces épisodes. Mais des témoignages un peu comme celui que tu viens de donner sont des témoignages qui sont, j'ai envie de dire, énervants et qui sont déroutants et ça montre un petit peu l'état d'une société dans laquelle on évolue. Et il y a un point qui était intéressant justement sur ce que tu disais, c'est que quand on voit que des femmes veulent s'émanciper, veulent s'affirmer, elles sont aussi après victimes de représailles. Et j'aimerais que tu me dises un petit peu, qu'est-ce que toi tu penses de ça justement? Du fait qu'il y ait des femmes qui, bah, justement suivent cette logique de vouloir, s'affirmer un petit peu et qui après, bon, se prennent un revers de bâton. Comment on avance avec ça? Est-ce qu'il y a une méthode? Est-ce qu'il y a une façon de faire? Comment toi dans ton parcours, tu pu t'affirmer et puis, ne pas te laisser marcher sur les pieds? Absolument. Je pense que ça demande de toujours avoir beaucoup de maîtrise de soi et de retenue parce que quand on parle des comportements Mmh mh. qui ont un trait au harcèlement sexuel, ce sont des choses qui peuvent à la fois vous indigner et vous toucher dans votre sensibilité. Mais c'est déjà d'avoir la contenance pour ne pas forcément tomber dans le côté émotif et se mettre à dire tout et n'importe quoi, mais c'est Mmh. de pouvoir montrer juste sa désapprobation avec fermeté, mais ça demande aussi, et ça je peux comprendre très bien les femmes qui sont victimes de ces questions que nous soulevons aussi sensibles, ça demande d'avoir une certaine confiance en soi d'abord, de ne pas se remettre en cause parce que tu as un homme en face de toi qui te prend pour un objet ou qui fait des insinuations à caractère sexuel qui te fait Mmh. des propositions de manière très insolite, mais c'est vraiment de croire en soi, de se dire: «Je ne suis pas une femme objet d'abord», donc c'est ne pas tomber tout de suite dans les vices que les hommes, peuvent ventiler très souvent, mais c'est également avoir une force de caractère et ça, c'est pas évident. Ouais, Personnellement, j'ai été victime de harcèlement sexuel quand j'étais à l'université, ouais. notamment avec un enseignant qui, pas qu'un, hein, il y en avait quelques-uns, mais il y en a un à qui vraiment j'ai dû tenir tête parce que, enfin, peut-être malheureusement pour moi, j'étais dans une option où j'étais la seule femme et c'était une option déjà, il n'y avait pas d'étudiants et donc j'étais la seule femme qui faisait souvent cours et donc il a Mmh. commencé à vouloir mettre une sorte de pression sur moi pour que je puisse céder, mais tellement j'avais une force de caractère qu'à un moment, en plein cours, j'ai pas compris son acharnement parce que je répondais
questions comme il fallait, mais je sentais bien qu'il avait une dent contre moi et que c'était très personnel. Et il a commencé à le montrer en public. Et tout de suite, j'ai manifesté en fait pour dire que je ne comprends pas pourquoi il y a cette forme d'injustice vis-à-vis de moi. Et je comprenais qu'il me faisait des sollicitations indirectes, mais auxquelles je ne voulais pas répondre justement. Et parce que je suis quelqu'un qui a une force de caractère déjà, je n'ai pas pu, et peut-être que je suis dans un système scolaire qui me permettait, moi, de pouvoir faire valoir mes droits, ce qui n'est pas toujours le cas dans certaines universités publiques où les pratiques sont ancrées. Et donc, tout de suite, je suis montée au créneau et il a compris qu'il devait arrêter de me faire des avances. Et il était impossible qu'il y ait des répercussions sur ma moyenne parce que pour tout le staff administratif, j'étais une étudiante régulière et je travaillais. Ouais, Donc, il ouais. a essayé de vouloir un peu me brimer en ce sens. Mais voilà, donc ça demande d'avoir une force de caractère, de se dire, je dis non, je ne vais pas céder, quelle que soit l'autorité que j'ai en face de moi ou quelle que soit la position de leadership de la personne en face de moi, que ce soit à l'université Mhm. ou en milieu professionnel, où des fois tu peux recevoir des avances venant de ton boss, mais il faut déjà avoir cette force de caractère pour dire non, rappeler les limites et Mhm. aussi prendre action pour s'adresser aux ressources humaines, pour dénoncer cet abus, ce commentaire déplacé, ou pour dire faire stopper ces messages déplacés qu'on peut envoyer avec des images qui tout de suite Mhm. montrent l'incitation à un acte sexuel. Et donc oui, il faut avoir de la force de caractère, il faut prendre position et puis faire passer le message très clairement et utiliser toutes les voies de recours qu'on a en fait pour se défendre et se protéger. Alors, juste pour revenir un petit peu sur cet incident que tu as vécu quand tu étais étudiante, euh, et tu parles justement de cette manière indirecte qu'avait ce professeur de venir et de faire des sollicitations comme ça. Euh, Comment ça a commencé? C'est-à-dire, quel genre de… Est-ce que tu as un Mhm. exemple que tu pourrais nous partager de sollicitation qu'il a peut-être voulu dire de manière indirecte ou faire? Ça commence par des paroles un peu déplacées du genre ah, Mademoiselle Métou, vous êtes belle, vous êtes brillante. Hmm. Tu dis ok, limite que mon enseignant me dise que je suis brillante, c'est bien, mais qu'il me fasse des compliments sur le côté physique, ça commence à t'interpeller. Au Ouais. début, tu te dis bon, c'est peut-être qu'il est gentil, il veut complimenter, et Mhm. après, tu te rends compte qu'il commence à te faire des propositions. Ce serait bien que vous passiez à mon bureau, bureau en Ouais. dehors de l'université, on va parler de quoi? Non, est-ce que je pourrais vous inviter? Et après, tout de suite, Ouais. tu te rends compte que ce sont des invitations importunes, quoi. Et puis, c'est que quand tu vois le revirement, parce que tu dis non, tu vois le revirement en cours où on t'interroge, tu réponds, mais Hmm. c'est comme si ça ne suffisait pas, il est nerveux. Tout de suite, tu comprends, en fait, que c'est parce que tu as dit non et qu'il en voulait un peu plus. Ouais, ouais. Donc Et voilà. c'est par palier, hein. C'est-à-dire que ça commence, on Oui, teste un petit peu les eaux pour voir qu'est-ce que ça donne, et puis on essaie d'aller un petit peu exactement. plus loin, un petit peu plus loin, jusqu'à des Oui, propositions, des invitations, et après voilà, quand en fonction de la réponse, les attitudes changent et j'imagine que si tu avais accepté donc ces invitations, certainement qu'il aurait été encore beaucoup plus positif et beaucoup plus peut-être généreux dans sa façon de faire. Avec toi, il n'aurait pas été peut-être enfermé comme il l'a été quand t'as repoussé ses avances, quoi. oui, c'est comme cela. Après, finalement, ça débute forcément sous des attouchements physiques, soit tu vas essayer de passer la main dessus. Et Hmm. vous savez, le harcèlement, il y a plusieurs types, il y a plusieurs formes. Et des fois, c'est physique, Effectivement. des fois, c'est juste verbal, des fois, c'est non sexuel, mais tout y est pour planter le contexte, en fait. Alors, moi, je suis très content de t'avoir sur le podcast parce que justement, quand on a lancé cet appel à contribution, on a mentionné dans le titre harcèlement sexuel en milieu professionnel et universitaire. Et je pense que pour ceux qui nous écoutent, vous avez quelqu'un ici, donc Vanessa Metou, qui, euh, qui est juriste, donc qui connaît aussi le droit et qui a été voilà, victime dans ces deux milieux-là. Et c'est un peu comme si, bon, ça vous suit hein, finalement. Vous partez de l'université, c'est des professeurs qui vous agressent hein, d'une certaine manière. Et puis après, c'est l'employeur qui arrive à ce niveau-là. Moi, je voulais un petit peu que tu me dises un peu, parce que c'est vrai que de manière générale, et on va parler du contexte du Congo, parce que c'est le contexte dans lequel on évolue un petit peu sur cette série de podcasts, d'épisodes. L'omerta, c'est-à-dire ce silence général qu'il y a aussi au niveau des femmes, et je voudrais juste faire un clin d'œil à
à la campagne Tosala où on a vu de très beaux témoignages et on va en partager quelques-uns sur les prochains épisodes, où on a en fait donc quelques personnes, mais qui sont représentatives donc des femmes qui vivent au Congo, qui expliquent que parler de ces agressions-là, ça a été très difficile pour elles et que même au sein de leur famille, elles n'ont pas pu en parler. Comment on explique ça? Toi qui, en tant que femme, comment tu expliques justement qu'il y ait ce silence-là? Est-ce que c'est dû juste au fait que, la douleur est tellement profonde qu'on a du mal à la faire sortir? Est-ce que c'est du fait qu'on n'a on n'a pas de structure qui peut accompagner et qui peut aider les femmes à s'ouvrir? Comment on brise ce silence pour briser le tabou? Alors, il y a d'autre part l'indignation, la souffrance que cela nous impose en tant que femme. Euh, on se sent diminué en fait, parce qu'on voit tout de suite un homme en face de nous qui veut jeter son dévolu, qui veut tout de suite, et même dans la manière de le faire en fait, c'est soit tu uses de sa position parce que c'est un supérieur hiérarchique ou c'est un collègue qui a une position un peu plus que toi. Mmh mh. Il montre, c'est plutôt l'indélicatesse qu'il y a avec ça. Ça dénote du fait qu'on pense que la femme est un objet, que je peux me l'approprier. Ouais. Encore, si ce sont des avances qui se font de manière très, comment dirais-je, c'est normal que dans une administration, un homme, une femme, que vous pouvez éprouver une certaine attirance, mais quand ça se fait dans la manière qui va avec, là, vous êtes deux adultes, c'est à toi de dire la femme oui ou non si tu veux pas. Mais quand on parle vraiment de harcèlement, c'est que il y a tout ce qui va avec. Il y a la gestuelle, il y a les avances, Mmh. donc tu te sens indigné dans ta condition de femme et ça peut te bloquer personnellement. Mais il y a aussi le fait que des fois, on n'ose pas en parler et ça, c'est parce qu'il y a des pesanteurs, on va dire ça comme ça, Ouais. culturelles, Mmh. sociales, qui font que on nous a, moi je vais revenir un peu sur le contexte africain, on nous a un peu éduqués en montrant que bon, l'homme est supérieur, même quand, Mmh. surtout quand c'est un aîné, tu n'as pas le droit de répondre à un aîné. Donc tu t'imagines dans un contexte universitaire où tu as un enseignant qui a l'âge de ton papy, qui te fait des avances parce que culturellement on Ouais. te dit que tu ne peux pas répondre. Là maintenant, c'est là où ton bon sens doit intervenir pour mettre la limite de si lui il a déjà dépassé la limite du respect pour oser me faire des avances ou poser un acte déplacé, moi, je peux pas non plus me contenir. Donc, il y a ces pesanteurs culturelles Ouais. qui existent. Il y a également le fait que, bon, certaines femmes elles-mêmes se disent, je me sens dans une position, je suis impuissante. Le match est perdu d'avance. Ouais. C'est mon supérieur, soit je suis condamnée à réussir, ben, je vais forcément Mmh. céder. C'est là où justement on en arrive à certaines femmes qui laissent se perpétrer ces actes de harcèlement parce qu'elles tombent dans ce filet où elles se disent, bon, quoi que je dise, l'administration va pas, surtout si tu es en face de toi un doc qui est réputé, va se dire aucun étudiant ne s'est jamais plaint, pourquoi c'est toi? Ça peut se retourner contre toi ou on te dira Ouais. que c'est certainement toi qui veux nuire à sa carrière. Donc il y a tous ces enjeux des fois qui font que les femmes elles réfléchissent pas plus loin en fait. Elles se disent bon, je préfère me taire, prendre sur moi. De toute façon, il me reste qu'une année, j'ai ma licence en poche, après je passe à autre chose. Ou dans le milieu professionnel, certaines des fois elles ont tellement galéré pour obtenir un poste que quand elles en ont un, en Afrique, on prend souvent soin de nos familles. Donc, tu es la sœur qui travaille, tu as des petits frères, tu as une famille à prendre en charge. Tu te dis, Mmh. est-ce que je vais risquer de perdre mon emploi juste parce qu'il y a un homme qui me fait des avances? Et tu tombes sous le silence, en Ouais. fait. Tu te dis, OK, je vais laisser faire. Et donc, oui, il y a tous ces facteurs. Il y a la peur, il y a le fait que, bon, des fois, on ne sait pas à qui s'adresser ou on ne fait pas confiance certainement aux institutions au sein de la boîte où on travaille. Je vais aller voir le chef de ressources humaines, mais lui-même, il a été employé par le DG. Et on se dit, il n'y Ouais. a pas forcément de liberté, de neutralité. Est-ce qu'il va vraiment défendre ma Effectivement. cause ou est-ce que je vais me faire virer le mois d'après? Il y a tous ces enjeux et il y a autant de facteurs en fait qui justifient la position des femmes. Ça peut être culturel, ça peut être Ouais. l'environnement qui ne donne pas des garanties ou justement le fait qu'elles ne sont pas protégées parce qu'il n'y a pas de mécanisme qui existe où elles peuvent Alors réellement dénoncer justement, et en parler. c'est un point Mhm. important et c'est là où, non, excuse-moi, c'est là où justement c'est très important puisque, ce que tu soulèves, c'est véritablement la protection réelle des femmes, Ouais. alors on a 3 éléments importants, en tant que juriste, peut-être que tu les connais bien. Il y a le protocole donc de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique.
qui a été ratifié par le Congo donc, en 2003, ce qui est aussi connu sous le nom du protocole de Maputo. Et nous avons Mhm. en interne, si je puis dire, donc au niveau national, donc il y a la Constitution, hein, la Constitution donc, de 2015, je crois du 30 octobre 2015, si je ne me trompe pas, dans son article 17 qui nous dit « La femme a les mêmes droits que l'homme. La loi garantit la parité et assure la promotion ainsi que la représentativité de la femme à toutes les fonctions politiques, électives et administratives. » Et à ça, il faut ajouter évidemment le code de la famille, donc un code de la famille qui date de 1984, dans son article 798 qui nous indique que la femme a les mêmes droits que l'homme dans les domaines de la vie privée, politique et sociale. Alors, bon, quand on a ces éléments-là, je pense qu'en tant que juriste, bon, ça c'est le papier, c'est la théorie, mais concrètement sur Mhm. le terrain, comment on fait pour protéger des femmes? Parce que par exemple, nous, on s'est intéressé particulièrement à ce sujet en se disant, bon, moi, si je suis entrepreneur, Mhm. qu'est-ce que je peux faire pour peut-être mettre en place une sorte, je ne sais pas moi, d'écosystème ou un système de protection pour protéger mes collaboratrices dans mon entreprise qui seraient victimes peut-être d'harcèlement de ma part, qui seraient peut-être Mhm. victimes d'harcèlement de la part d'autres personnes, et aussi peut-être voilà, par d'autres collaboratrices qui seraient peut-être tentées de garder le silence parce que bah, elles auraient été conseillées de garder le silence, parce que comme tu viens de le dire, elles auraient beaucoup plus à perdre qu'à gagner en voulant faire valoir justement leurs droits et en voulant s'exprimer sur le sujet. Pour toi qui es juriste et Ouais. qui vis au Congo, comment on regarde un petit peu cette question-là de la protection, la vraie protection des femmes sur le terrain? Comment elle se présente? Alors, je vais dire que il y a, il y a les textes et il y a l'application, justement, Mmh. parce que c'est vrai que au-delà des textes que vous avez signés, le Congo a ratifié la charte sur la charte sur la non-discrimination, enfin la convention sur l'élimination des violences à l'égard des femmes. Et pourtant, il n'y a pas de loi parce que le problème avec les conventions et tous les textes internationaux, c'est qu'une fois qu'on les signe et qu'on les ratifie, il faut les transposer dans le droit positif. Ce qui fait que pour incriminer les faits au niveau national, et la difficulté qu'on a avec le harcèlement, par exemple, qui est réprimée dans la charte Mmh. africaine des droits de l'homme pour les violences faites aux femmes que vous avez citée, et toutes ces autres conventions que nous avons signées, c'est qu'il n'y a pas de loi au niveau national en fait qui définit qu'est-ce que le harcèlement sexuel. Et une fois qu'il y a un acte de harcèlement qui est perpétré, par exemple, le coupable doit avoir droit à telle sanction, telle peine et tout et tout. C'est pas défini en fait. Du coup, on a l'association des femmes juristes du Congo qui a plusieurs fois animé des conférences sur la question, mais légalement, le harcèlement n'est pas répréhensible au Congo. Il n'est pas constitué en tant qu'infraction. Cependant, D'accord. ce serait peut-être faire un plaidoyer pour qu'il y ait une adoption d'une loi spécifique sur les violences faites aux femmes et qui prendra en compte notamment le harcèlement sexuel et tout type de formes de violence physique et autres qui vont avec. Par contre, les cas de victimes, ça c'est sûr qu'il y en a. Dans la réalité, il y a des cas de victimes de violences et de harcèlement qui existent. Mmh. Et donc, je pense que ce qu'on fait dans nos juridictions, c'est des fois à faire des assimilations avec des délits de voie de fait pour punir notamment les actes de harcèlement et autres types de violences. Donc, il faudrait qu'on arrive à avoir une loi, mais déjà, dans l'absence de cette loi, au-delà du fait qu'on ait ratifié ces conventions qui normalement accordent la protection aux femmes sur ces genres de violences, il y a que, bon, pour l'instant, on les assimile à d'autres types d'infractions pour pouvoir réprimer
réprimer ces faits, mais il n'y a pas de loi en tant que telle à ce jour. Donc oui, il y a tout ce travail à faire, mais pour répondre à votre question au-delà des textes, il y a l'éducation. Moi, je vais vous prendre un exemple, par exemple, Mhm. à l'Union africaine, quand on a intégré le Conseil, quand on a intégré en 2018, c'était l'époque où il y avait justement des cas où on parlait de harcèlement. Mais on avait cette crainte également. On a eu cette discussion avec des collègues qui justement ont montré et nous ont démontré ce qui nous a apaisé parce qu'on personnellement on n'a pas été victime de ça, de harcèlement jusque-là. Donc, mais on avait eu écho notamment des cas qu'il y avait par le passé et on nous a montré qu'il y avait une vraie politique qui était mise en place en interne pour dénoncer ces faits et pour protéger la femme afin qu'elle ne soit pas victime. Donc, il faut créer des mécanismes. Ça se fait au niveau de l'Union africaine pour garantir justement les droits de la femme, et c'est des choses que nous saluons, mais au niveau du système des Nations Unies également, il y a en interne, généralement dans les agences, Mhm. euh, des mécanismes qui permettent, qui garantissent la protection. Et ça j'aime bien le prototype, c'est parce que ça passe par l'éducation. Déjà, quand tu signes ton contrat, tu as une charte qui te dit que tu ne dois pas faire ceci, cela, parce que c'est vrai qu'on parle du harcèlement sur les femmes, mais il y a également le harcèlement sur les hommes. Donc, D'accord. en tant qu'employé des Nations Unies, tu sais qu'il y a des comportements dans la gestuelle, dans le langage et même dans les actions que tu ne peux pas poser vis-à-vis d'une autre femme ou d'un autre homme. Tu ne peux pas le toucher par l'épaule, par exemple. Ce sera une incitation ou une invitation qui ne dit pas son nom. D'accord. Tu ne peux pas vouloir organiser une réunion de travail au-delà du bureau. On se retrouve dans une chambre d'hôtel ou dans un endroit qui n'a rien de professionnel. Ça, c'est autant de garde-fous qu'on met dans le système des Nations Unies pour justement que chacun connaisse ses droits et ses limites. Et au-delà où tu décides de manière délibérée d'enfreindre ça, tu poses clairement des actes d'harcèlement et il y a des cellules d'écoute. Je pense qu'au niveau national, pour répondre justement à la question, on devrait s'inspirer de ce genre de mécanisme au sein des Mhm. entreprises pour justement renforcer, créer un pôle au niveau du département des ressources humaines qui serait justement autonome, qui pourrait écouter les jeunes femmes ou Mhm. les hommes, enfin toutes les personnes, en tout cas tout employé, a droit à une sécurité, à une protection, qui sont victimes de ce genre d'actes, qui peuvent dénoncer, en parler en toute neutralité et justement mener des enquêtes et quitte à Mhm. sanctionner l'employeur qui a eu ces écarts. Je pense que dans la société, c'est des modèles qu'on pourrait faire, avoir des numéros ouverts où on peut justement dénoncer tout acte, avoir une cellule qui serait capable d'écouter les victimes, mais également de les encourager pour faire valoir leurs droits, justement obtenir réparation de tout préjudice. Et voilà un mécanisme qu'on pourrait mettre en place. Alors c'est vraiment en tout cas merci pour ce partage parce que effectivement déjà on n'en rencontre pas tous les jours des personnes qui justement travaillent au niveau de l'Union africaine, au niveau du Congo. Donc déjà en tout cas merci pour ce partage très, très intéressant, très important et il est vrai qu'on pourrait très bien s'inspirer de ce système de protection, de ce système de signalement au niveau donc de ces organisations internationales pour pouvoir l'adapter ou au moins essayer d'utiliser un système un peu en miniature de ce qui est fait là-bas au niveau de l'Union africaine. C'est vraiment, vraiment très important, très édifiant, je trouve. Parce que oui, effectivement, pour le cadre de l'entreprise, alors je ne suis pas juriste moi-même, mais je me souviens un petit peu de mes cours de droit où on parlait d'abus de biens sociaux, notamment pour les personnes qui sont à la tête d'entreprise et qui voilà, se retrouveraient dans des situations où ils confondraient peut-être la caisse de l'entreprise et leur propre caisse et ils se retrouvaient à utiliser l'argent un petit peu comme bon leur souhaite, heu, sur le simple principe que, bon, bah, comme c'est moi qui ai ouvert l'entreprise, donc l'argent de l'entreprise, c'est mon argent. Or que c'est pas ça et je me Ouais. demande aussi, si effectivement, en tant qu'entrepreneur, quand on lance son entreprise, c'est important de bien comprendre que vous avez des responsabilités. Ce n'est pas parce que vous avez créé votre entreprise que vous êtes, une sorte de demi-dieu au niveau de vos collaborateurs. Vous avez des responsabilités de payer leur salaire, de payer les charges, et de ne pas confondre l'argent de la caisse avec, votre propre argent, et bien entendu de respecter vos collaborateurs et ça, c'est je pense, qui est très, très important.
Et Waouh, Kevin, j'ai envie de rajouter bien également de sûr. veiller à ce que le respect que le respect soit de mise parce que les statistiques ont montré, notamment avec l'Organisation internationale du travail, que le harcèlement sexuel en milieu professionnel était l'objet de beaucoup de pertes économiques. Donc, c'est contre-productif. Et en tant qu'entrepreneur, justement, on devrait veiller à instaurer un climat favorable pour tous ces Mhm. salariés, de sorte à ce qu'il n'y ait pas, du fait de certaines mauvaises pratiques qui se font, que ce soit des remarques sexistes et des comportements déviants, que cela ne puisse pas nuire à la productivité de ces équipes et donc nous faire rater des bénéfices, en fait. Oui, c'est important. Effectivement, effectivement. C'est un point très, très juste, très important. Merci de l'avoir ajouté, parce qu'effectivement, perdre, p enfin, ne pas s'occuper de ses collaborateurs. Nous, on a tendance à un petit peu dire aussi que finalement, on parle pas tellement de ressources humaines, dans l'entreprise, mais on parle plutôt de richesses humaines, ce qui change un petit peu la donne et la perspective de la manière dont on va regarder nos collaborateurs, puisque le terme de ressources a toujours cette connotation d'exploitation, on exploite Ouais. jusqu'à ce qu'on ne peut plus exploiter. Un peu comme, le pétrole, les mines, on va creuser, on va extraire jusqu'à ce qu'il y en ait plus. Mais les richesses, a un autre focus, c'est-à-dire que, on part du principe que comme vous êtes une richesse, et ben, on doit entretenir une richesse. On doit la croître, on doit la faire fructifier, si je puis dire, pour que justement on parte d'un point A à un point B. Ce n'est pas du tout, dans une logique de vouloir extraire, extraire, extraire et de justement laisser la personne un petit peu comme ça. Donc c'est vrai que pareil aussi, c'est un petit élément de réflexion qu'on pourra essayer d'aborder sur le podcast, cette différence entre ressources et richesses, qui est très, très important. Voilà. Heu, Est-ce que vous avez un mot de la fin, que vous aimeriez peut-être ajouter, pour ce mois de la femme, un message particulier, à l'endroit des femmes, pour, peut-être, leur donner du courage, leur donner de la force, les fortifier dans les épreuves que certaines qui nous écoutent, peut-être sont en train de traverser? Absolument. Je pense que la pandémie est venue mettre un accent sur les manquements au niveau sanitaire. Et les gens, enfin, on est plus préoccupés par la survie, par notre santé et par la survie économique. Mais c'est pour dire qu'on ne devrait pas pour autant oublier ces autres préoccupations qui existent dans la société, notamment les cas de violence physique, verbale qui sont perpétrées sur la femme, l'injustice sociale. Et Mmh. je pense que en parler, en tout cas, merci de nous donner l'opportunité d'en parler à travers ce podcast. La journée des droits de la femme est l'occasion de célébrer, c'est également se pencher sur ce qui ne va pas encore et voir de meilleures perspectives. Donc moi, j'encouragerais toutes les jeunes femmes qui ont été victimes de violences et qui le sont, à ne pas, en gardant ce lourd fardeau en elles-mêmes. Elles sont victimes et elles ne devraient pas avoir honte de ce qu'elles ont connu. Elles sont victimes. La société ne devrait pas les condamner, donc elles devraient avoir le courage de dénoncer ce dont elles ont subi, parce que tant qu'on faut dénoncer les auteurs de ces actes de violence. Il faut prendre le courage d'en parler et il faut accepter de se laisser soigner, de guérir de ces traumatismes parce que ça, quand tu as été victime d'un viol ou d'un abus quelconque, ça te change. Mais c'est cette capacité qu'on a également en tant que femme d'être résiliente et de puiser en nous la force qu'il faut pour rebondir. On est tellement de choses, on peut devenir tellement de choses. Donc, j'aimerais dire, si vous avez été victime de violence par le passé ou que vous l'êtes, que ce soit sous le milieu professionnel ou dans la vie au quotidien, ne vous laissez pas abattre sur tous ces comportements ou sur toutes ces violences, mais vous êtes tellement de choses. Trouvez la force en vous de vous définir, de vous accomplir et ne laissez pas les hommes qui vous ont fait du mal hier vous empêcher d'avoir un futur brillant, d'être autonome. Donc, j'invite les femmes à être épanouies, à se réaliser et à continuer à lutter pour se faire leur place et pour faire valoir leur potentiel au-delà des abus dont nous sommes victimes au quotidien. Je pense que la lutte continue. Voilà. Voilà. Bah, écoutez, voici, le mot de la fin. La lutte continue. En tout cas, Vanessa, merci beaucoup, d'avoir, prêté,
quelques réponses à nos questions sur le thème du harcèlement sexuel en milieu professionnel et au milieu universitaire. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces éléments très importants, ces éléments édifiants. Évidemment, le podcast, vous pouvez le retrouver donc sur les 6 plateformes sur lesquelles nous distribuons notre podcast, Google Podcast, Spotify, et vous pourrez justement réécouter cet épisode, vous imprégner un petit peu plus de ce que Vanessa a développé tout au long de cet épisode, parce qu'il y a quelque chose de très important, il y a un vrai message à transmettre aux femmes. Il faut avoir du courage, il faut oser se battre, il faut avoir de l'audace d'affirmer ses opinions, d'affirmer quand on est victime de quelque chose, de le dire, de le faire savoir, de s'exprimer. Alors évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il faut le faire, il faut tenter. Et je pense que si vous avez des personnes qui sont autour de vous, dites-leur, partagez ce que vous avez, partagez votre peine, parce que partager sa peine, c'est déjà aussi le processus de guérison, c'est déjà un premier pas vers ce processus-là. Voilà. En tout cas, merci beaucoup et à la prochaine. La lutte continue. Ingeta. Ingeta. Si le podcast de Mokonzi vous plaît et que vous aimeriez présenter votre entreprise, ses services, ses produits à notre communauté d'auditeurs, rien de plus simple, vous nous envoyez un email sur podcast@mokonzi.com et nous pourrons insérer une publicité pour vous. Merci beaucoup.